Troisième semaine des SCPI Périal. Aujourd'hui, deuxième épisode. On rentre dans le détail des SCPI jour après jour. On commence aujourd'hui avec PF Grand Paris. Ils seront avec moi pour chacune. Je vous les présente de suite. Elle est directrice commerciale et marketing de Périal AM, Laetitia Bernier. Bonjour. Bonjour Jean-François. Elle est directrice RSE et innovation de Périal AM, Anne-Claire Barbery. Anne-Claire, bonjour. Bonjour Jean-François. Il était là hier avec nous, c'est le petit nouveau de l'équipe, il est directeur général délégué de Périal AM, Vincent Lamotte. Vincent, bonjour. Bonjour François. Et il était avec nous lors de notre dernière émission, il est désormais directeur du fund management de Périal AM, c'est Rémi Juzan. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors hier, on a fait de la politique pour essayer de voir les grandes tendances qui bougeaient. Je voudrais qu'on fasse de l'opérationnel à l'occasion des assemblées générales qui se tiendront donc prochainement. On va essayer, si vous voulez bien, de traiter ce qui s'est passé en 2023, de regarder à la fin les perspectives. Et puis, au milieu, il y a quand même tout ce sujet de l'Assemblée générale. Donc, j'ai un tout petit peu changé, mais il y a plein de papiers sur mon bureau. J'ai même sorti mes lunettes parce que j'ai lu tous les rapports, les résolutions pour vous poser des questions. Première question simple pour vous, Rémi. On fait un point de l'activité en 2023. Je voudrais qu'on commence par, comme ça on aura traité les sujets un peu compliqués au début et le départ. Mi-septembre, vous prenez la décision de bouger la valeur de part de PF Grand Paris. Pourquoi ? Alors effectivement, mi-septembre, nous avons fait pendant l'été l'objectif et l'exercice de valorisation du patrimoine. Et nous avons des experts qui nous disent que les valeurs immobilières vont continuer à baisser. Donc on prend la décision d'anticiper les valeurs au 31 décembre et on décide de baisser le prix de part de PF Grand Paris pour avoir un prix de part qui reflète au plus juste la valeur du patrimoine. Est-ce que l'ampleur de la baisse est liée à la sensibilité bureau de la SCPI ? Alors la SCPI est à 95% bureau et effectivement on l'a vu lors de cette crise immobilière qu'on a pu vivre en 2023, ce sont les bureaux qui ont été les plus touchés. Donc oui, la baisse de Grand Paris est liée à son patrimoine bureau qui ont été plus volatiles que d'autres classes d'actifs en cette période. Ça m'amène à poser la question. Là, on parle de bureaux. Quelle est la stratégie de PF Grand Paris, Laetitia ? C'est une SCPI thématique ? C'est une SCPI généraliste ? Alors, effectivement, comme son nom l'indique, PF Grand Paris investit dans le Grand Paris. Dans le Grand Paris. Alors, le Grand Paris, pour quelques rappels, le Grand Paris, c'est le projet d'infrastructure peut-être le plus ambitieux au monde, avec qui prévoit d'abord de connecter la banlieue à Paris pour faire de Paris la 5e métropole au niveau mondial. Donc une ambition affichée et très claire, avec la création de 68 nouvelles gares dans ce Grand Paris, la création d'un réseau ferroviaire de plus de 200 km créés, avec la création de logements également, 8000 logements créés près de ces 70 gares, et la création à partir de 2030 de 100 000 emplois supplémentaires. On est dans l'additionnel. Donc on est sur l'accompagnement d'une thématique qui est le Grand Paris, très ambitieuse, et le patrimoine de PF Grand Paris s'inscrit dans cette thématique. Aujourd'hui, la logique, c'est quoi ? C'est une proximité par rapport au transport ? 98% du patrimoine de PF Grand Paris est situé près d'un axe de transport, que ce soit métro, RER, par exemple. Ok. Est-ce que l'an dernier, Vincent, je me tourne vers vous, est-ce que l'an dernier, il y a eu des acquisitions qui ont été faites sur PF Grand Paris ? Alors oui, tout à fait, puisque nous avons acquis un hôtel B&B en proche banlieue parisienne sur le véhicule pour une vingtaine de millions d'euros. Voilà, un rendement de marché qui a été confirmé par les valeurs d'expertise. Laetitia, c'est quoi ? C'est le début d'une logique de diversification dans la typologie des actifs de la SCPI ? C'est un recentrage. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est une SCPI essentiellement bureau. On trouve cependant du commerce et de l'hôtel, mais sa principale thématique, c'est le bureau. Et on a amorcé il y a quelques mois une stratégie de recentrage de la SCPI pour la diversifier sur de l'hôtel, sur du commerce, sur des surfaces plutôt intermédiaires qui n'excèdent pas 5000 m². Je vais chausser mes lunettes. Je suis désolé de vous apprendre ça, mais je porte des lunettes, surtout quand c'est écrit tout petit. Je reviens vers vous, Rémi, parce que je voudrais bien comprendre des choses. Lorsque je regarde le rapport sur la SCPI, je vois l'acquisition du B&B à Saint-Ouen. Je vois un indicateur. Alors, on me met des différents éléments et on me met un nouvel indicateur, c'est NIY. C'est quoi NIY ? Alors effectivement, c'est un anglicisme qui veut dire Net Initial Yield, donc c'est le taux de rendement
initial net. Initial, ça veut dire effectivement à l'acquisition, c'est donc le loyer net divisé par la valeur de l'actif. 5%, il y a marqué sur ce BNB. J'ai tendance à dire pour de l'hôtellerie, c'est pas beaucoup. Vous avez acheté cher ? Alors, on a acheté, effectivement, on a sourcé la transaction début 2023, donc le marché n'avait pas encore évolué, mais les experts à mi-juin et à fin décembre 2023 ont confirmé la valorisation de l'actif. Donc finalement, les experts nous ont confortés dans notre prix d'acquisition. Parfait. On regarde ce qui s'est passé en 2023 avec vous. Si on regarde la situation locative, oui. Comment s'est passé ? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'évolution des prix de part, mais la matière première, c'est quand même des locataires, des immeubles qui sont loués. Quelle a été la situation sur la situation locative sur PF Grand Paris ? Alors la situation locative s'est bien tenue. On a eu une bonne année opérationnelle. Le TOF a légèrement progressé entre la fin 2022 et la fin 2023. On est arrivé à 92,6% de taux d'occupation financier. Et c'est donc évidemment cette activité locative qui a soutenu la distribution de la SCPI tout au long de l'année et qui a fait qu'on a pu avoir un dividende supérieur à l'année 2022. On a distribué en 2023 23,50 € par part, dont environ 3,15 € par part donc de plus-value, et qui est donc en amélioration par rapport à 2022 grâce à cette activité. 23,50, c'était quoi la fourchette que vous aviez annoncée en début d'année ? Alors on avait annoncé une fourchette de taux de distribution qui était entre 4,10 et 4,40, et on obtient avec ce 23,50 un taux de distribution de 4,34, donc en haute fourchette par rapport à nos objectifs. Ok, donc avec des activités de cession, vous avez vendu plutôt où ? Alors on a vendu, on continue à vendre, et malgré le contexte économique qu'on a connu, qui était peu propice à la cession, on a vendu 6 actifs dans la SCPI, essentiellement en région. On a parlé avec Laetitia tout à l'heure du recentrage. On a vendu à Orléans, à Aix-en-Provence, à Bordeaux, à Lille pour une douzaine de millions d'euros qui ont généré 3 millions d'euros de plus-value. Vincent, c'est une stratégie financière d'arbitrer des actifs qui ont de la plus-value comptable pour pouvoir la distribuer ? Oui, tout à fait, puisque PF Grand Paris était un véhicule historique du groupe Perial. Et donc vous êtes en train de nous dire que l'histoire, c'est pas qu'un poids ? Ça peut être une chance ? Ça peut être une chance, au contraire, ça peut être une chance. Donc beaucoup d'actifs ont été achetés, acquis il y a plusieurs années, et donc recèlent des plus-values relativement importantes qui aujourd'hui peuvent être arbitrées. C'est pas systématique, évidemment, qui peuvent être arbitrées pour l'utilisation de fonds, notamment distribution de plus-value. Anne-Claire, est-ce que ce produit est labellisé ISR ? Absolument. Son label a été renouvelé en décembre 2023. Alors, je vais rechausser mes lunettes. Il y a une partie ISR à la fin du rapport, donc je l'ai lu. Je voudrais juste que vous m'expliquiez en 2 mots. Je lis la phrase. La SCPI PF Grand Paris vise à horizon 2030 l'amélioration du coefficient socio-écologique par surface C2S moyen du fonds par rapport à 2021, ainsi que l'amélioration d'au moins 30% du C2F des actifs immobiliers, etc. J'y comprends rien. Alors, cette annexe est l'annexe SFDR qui est un petit peu technique. Rassurez-vous, le rapport extra-financier arrive. Il sera disponible d'ici le 30 juin sur le site internet avec une explication un petit peu détaillée de la politique de PF Grand Paris. Pour rappel, PF Grand Paris a un objectif extra-financier sur l'amélioration de la biodiversité. Mais quand on dit ça, il faut évidemment pouvoir le prouver. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé un indicateur innovant qui n'existait pas sur la place, qui est donc ce fameux C2S pour coefficient socio-écologique par surface et qui mesure la qualité de la biodiversité et l'impact que ça peut avoir sur les locataires. Ok, parfait. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé dans le bilan 2023, c'est la situation de la SCPI en termes de liquidité. Vincent, on en est où ? Alors, à fin d'année 2023, il y avait à peu près 25 millions d'euros de parts en attente. Ces 25 millions d'euros ont été mises sur le registre très tardivement. C'est sur le second semestre 2023 et souvent à l'issue de l'annonce de baisse de prix de part. Aujourd'hui, la liquidité, elle se fait par la collecte. Donc, c'est les collectes en priorité qui génère la liquidité. Elle n'a pas augmenté de manière significative depuis le 31 décembre, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on a mis en œuvre un certain nombre de mécanismes pour accélérer cette liquidité. Ok, alors on va regarder ces sujets-là de mécanismes, etc. Si je résume, vous me dites si j'ai raté des choses. Je note. 1. Le fait qu'on a tenu l'objectif en étant plutôt en haute fourchette avec de la distribution de plus-value suite à des cessions qui ont été faites d'un certain nombre d'immeubles. 2, Laetitia, on réoriente, on recentre, vous m'avez dit, le portefeuille avec une opération et avec une acquisition l'an dernier qui est le BNB. 3, on a le label ISR.
Et puis, il y a des sujets potentiels de liquidité. Donc maintenant, on plonge dans les résolutions. Je vous rassure, on va pas toutes les faire les unes après les autres. Je voudrais qu'on commence à regarder avec vous, Rémi. Il y a 3 résolutions au début qui ont rapport à c'est la 7. C'est la 7, la 9, et ça doit être la 7, la 9 et la 10, sur la distribution de plus-value, sur l'imputation des plus-values, des moins-values. Grosso modo, on nous demande de voter pour quoi ? Grosso modo, on vous demande d'approuver le fait que la SCPI peut distribuer ses plus-values. On l'a vu, on a généré un stock important de plus-values et on continue à le faire. On y reviendra, on a déjà en 2024 généré de la plus-value cession avec un actif et ce qu'on demande à nos associés, c'est donc de voter le fait que ce stock de plus-value qu'on constitue peut être distribué régulièrement. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on commence à distribuer du stock à partir du 2e trimestre, puisqu'on le vote en juin, et à partir de juillet, octobre et janvier, on a des distributions de plus-value. D'accord, ça veut donc dire que vous voulez rentrer dans une stratégie où on va vendre des immeubles pour dégager de la plus-value, c'est ça? Alors, PF Grand Paris, on l'a vu, un patrimoine important, avec un patrimoine qui a été constitué dans les années 60, 70, 80, etc. Et effectivement, on a des immeubles qui ont des plus-values extrêmement importantes. Et ça fait partie de la stratégie du véhicule d'aller distribuer de la plus-value, d'aller en générer avec des cessions et d'aller faire tourner le patrimoine pour distribuer cette plus-value qui est due aux associés. Ok, j'entends. Juste une petite question quand même. Est-ce que aujourd'hui, quand vous vendez plus cher ou moins cher ou au prix qu'il y a dans les valeurs d'expertise? Est-ce que vous avez une règle ou est-ce qu'on cherche à sortir des choses coûte que coûte? Alors aujourd'hui, la règle interne qu'on a, c'est que quand on définit un plan d'arbitrage, notre valeur plancher, donc celle à partir de laquelle on décide de ne pas vendre, c'est la valeur d'expertise. Donc du moment qu'on vend, on vend mieux que l'expertise. Après, est-ce qu'on est en plus-value ou moins-value par rapport à la valeur d'acquisition? Ça dépend de la date d'acquisition, bien évidemment. Et sur PF Grand Paris, comme on l'a vu, on arrive à créer des stocks importants de plus-value. Parfait. Donc ça, c'est pour l'associé qui a envie de rester. Il y a des associés qui ont envie de partir et qui aujourd'hui se posent des questions autour de la liquidité. Vincent, vous nous avez expliqué que la liquidité première, elle venait de la collecte nouvelle, de gens qui avaient envie d'acheter, qui permettaient d'assurer la liquidité. Quelles sont les autres solutions que vous mettez en œuvre pour essayer de trouver des solutions? Alors, pour ma copine Choupinette, sachant que les premiers qui sont dans le carnet d'ordre, c'est pas ma copine Choupinette, c'est des institutionnels, d'après ce que vous m'aviez dit hier. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a effectivement sur le carnet d'ordre un certain nombre de vendeurs. 50% à peu près sur ce fonds, 50% de ces vendeurs sont ce qu'on appelle des institutionnels ou des fonds de fonds. Ce sont des gens qui sont placés en priorité sur le carnet d'ordre, puisque c'est eurodaté, c'est un carnet qui est eurodaté. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, évidemment, c'est de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs avec l'aide de conseils externes pour essayer de trouver de la liquidité en priorité à ces vendeurs par bloc de parts de SCPI, qui sont des montants assez importants, et donc trouver un accord entre acheteurs et vendeurs. Alors aujourd'hui, on a quelques résultats qui sont positifs. On n'a pas encore réussi à débloquer l'intégralité du carnet, mais on a bon espoir que dans les prochains mois, on ait des accords entre acheteurs et vendeurs, notamment sur le prix départ, puisque le désaccord est évidemment sur les prix. Ok, donc dans les différentes solutions, il y a pour une SCPI capital variable, ce qui est le cas aujourd'hui de cette SCPI, la collecte nouvelle. Vous dites, là, on est en train d'essayer de trouver des accords entre des gens qui pourraient acheter des blocs des institutionnels. Il y a des résolutions. Rémi, on va les regarder ensemble, si vous le voulez bien. Alors, si je peux me permettre, il y a des résolutions qui sont déjà passées l'an dernier, qui permettrait de constituer un fonds de remboursement. Ça, on l'avait prévu l'an dernier sur la SCPI. Ça fait partie des outils que nous avons en SCPI pour créer de la liquidité, parce que, comme vous le dites, finalement, il y en a peu. Il y a la collecte, il y a le fonds de remboursement qui, réglementairement, est très contraint, et finalement, il reste pas grand-chose. Quand vous allez vendre des immeubles, ça pourrait servir à doter le fonds de remboursement? Absolument. Quand on vend un immeuble en SCPI, on peut choisir de rembourser de la dette, de doter un fonds de remboursement, de distribuer de la plus-value, c'est vraiment à notre main. Donc on pourrait aujourd'hui, surtout que comme Vincent et Eric l'évoquaient hier, on est dans un marché plus dynamique désormais, donc on voit qu'on a des volumes de cessions qui vont apparaître et donc on peut doter un fonds de remboursement. Dans la famille de la SCPI, donc c'est-à-dire dans les porteurs, il y a différentes typologies de porteurs. Il y a les porteurs qui ont besoin de liquidité, parfois contre un divorce, un accident de la vie ou des choses comme ça. Puis il y a des porteurs qui sont là en train de se dire, bah oui,
moi, je suis là pour longtemps. Je suis là depuis déjà un certain temps. J'ai largement envie de continuer. Oui, il peut y avoir des questions sur le cycle immobilier. Juste si on active le fonds de remboursement, celui qui va sortir, il va sortir à quel prix? Il va sortir au prix officiel ou il va sortir avec une décote? Alors, le fonds de remboursement, il est réglementaire en SCPI. Donc, la valeur est définie par la valeur de réalisation de la SCPI en borne haute et en borne basse par moins de 10% par rapport à cette valeur. Et c'est la société de gestion qui règle un petit peu et qui place le curseur sur cette valeur. Malheureusement, cette valeur, en général, elle est inférieure au prix de retrait. Donc c'est vrai que ça n'intéresse pas tous les épargnants et ça intéresse en priorité ceux qui ont besoin de plus de liquidité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir interroger chaque épargnant et lui poser la question si oui ou non il veut passer par un fonds de remboursement. Et s'il refuse, c'est tout à fait son droit, il garde sa place dans le carnet, bien évidemment, et il sortira au moment voulu. Ok. Jean-François, j'ajouterais simplement que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas voulu pratiquer les fonds de remboursement parce que les valeurs des actifs qui étaient à la vente ne permettaient pas, en tout cas, d'avoir un effet révolutif pour l'ensemble des porteurs de parts. Autrement dit, il y avait des telles décotes sur les valeurs de vente des actifs que c'était défavorable pour l'ensemble des porteurs de parts dits fonds. Donc c'est une solution qui existait, que nous n'avons pas volontairement mis en œuvre, mais avec le changement de paradigme du marché, probablement dans les prochains mois, on peut effectivement se poser la question de les mettre en place. Et sachant également que le moment n'est pas à vendre, sauf bien sûr qu'à particulier, vous l'évoquiez, d'associés qui a besoin de liquidité à ce moment précis. On est dans un produit de long terme. D'ailleurs, les associés l'ont bien compris, puisqu'en moyenne, ils restent associés plus de 20 ans de nos SCPI chez Perial. Donc, c'est pas le moment de vendre. Les revenus continuent à être distribués pour 2023, on l'a vu, et pour 2024, on en parlera, ils sont stables. On fait tout pour qu'ils soient stables. Les équipes travaillent à cet objectif. Donc, il faut garder ses parts aujourd'hui. Ok. Et justement, parce que la thématique du Grand Paris, c'est quand même quelque chose dont on va beaucoup parler. On va beaucoup parler en particulier parce qu'il y a un événement qui va débuter dans quelques jours, qui était un peu structurant dans les éléments de calendrier, notamment sur le transport en commun, qui était les Jeux Olympiques. Ça recrée une attractivité, une actualité autour du produit, Laetitia? Ça remet en lumière, bien sûr, le projet du Grand Paris qui va bientôt arriver à son terme, et ça remettra en lumière également tous les investissements immobiliers faits autour de ce Grand Paris. Ok, donc juste ce que je retiens, Rémi, de ce que vous venez de me dire, c'est que en pratique, bon, là on a la 11, c'est sur des sujets, pardon, je l'ai lu, c'est un peu c'est de l'administrativo-administratif. C'est-à-dire, grosso modo, on remplace un article du code du règlement général de l'AMF par la référence légale correspondante. Donc, c'est entre guillemets, pardon, mais c'est de la paperasse. La 12, la compensation différée? Alors, effectivement, nos résolutions, il y en a 4 qui sont relatives à la liquidité. On l'a vu, l'an dernier, on a fait voter la possible dotation de fonds de remboursement. Donc, on est dans une période où on pressentait qu'il allait y avoir un sujet de liquidité. Donc, on s'est doté de premiers outils. Et là, ce qu'on a décidé pour cette année, c'est d'aller plus loin parce que voilà, on ne sait pas évidemment ce qui peut arriver sur le marché. Et donc, on a 4 résolutions qui sont relatives à la liquidité. Il y en a 2 qui sont relatives au passage en marché secondaire. Alors, évidemment, c'est pas du tout l'objet aujourd'hui parce que les parts en attente représentent, comme on l'a vu, une très faible part de la SCPI. Mais voilà, sait-on jamais, on a un petit peu nettoyé les statuts de la SCPI pour si jamais on devait arriver vers une telle échéance. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a une autre résolution qui est relative à la compensation différée. C'est un mécanisme qui a été autorisé par l'AMF à fin d'année 2023 qui permet d'aller... Donc l'AMF, on précise, l'autorité des marchés financiers, parce que quand on tape sur Google, on arrive sur l'Association des maires de France. Absolument. Et qui donc permet aux sociétés d'aller piocher la collecte non investie pour rembourser des retraits. Alors, c'est évidemment pas le cas aujourd'hui puisque les retraits ont été payés, mais éventuellement, si on a plus tard une autre crise de liquidité, on en sera doté. Et enfin, la dernière résolution, c'est une relation relative, cette fois-ci, à ce qu'on appelle l'instauration de mécanismes de gates ou de limites qui fait que si on a le visa de l'AMF, elle est sous réserve de l'obtention du visa de l'AMF, on pourrait dire à des investisseurs institutionnels, comme on l'a évoqué, voilà, vous ne pouvez pas sortir plus de 4, 5, 6 millions en une seule fois, et ça nous permettrait d'éviter un blocage comme on a aujourd'hui. Dans les SCPI, il y a une structure qui s'appelle le Conseil de surveillance, oui. Donc qui est composé de porteurs particuliers ou institutionnels. Ils ont quelle opinion sur ces résolutions? Ils sont
Alors le conseil de surveillance est assez représentatif des porteurs de la SCPI, puisqu'aujourd'hui sur 9 membres du conseil, on en a 2 qui représentent des institutionnels, ce qui représente à peu près leur poids aujourd'hui dans la SCPI. Ces institutionnels, ils sont évidemment en faveur de la politique qu'on mène, puisque ils ont besoin eux aussi d'avoir de la liquidité et ils n'ont pas envie d'avoir un blocage. Là, avoir des tickets vraiment très importants, ça a créé cette situation de blocage. Alors que si on arrive à mieux les maîtriser, c'est évidemment meilleur pour la liquidité de la SCPI. Laetitia, question pratique, comment on fait pour voter à l'Assemblée générale? Parce que tout le monde ne pourra pas venir. On vote par correspondance, de façon digitalisée ou à l'aide de l'enveloppe T qui a été reçue avec les convocations par nos associés, où on transmet son pouvoir impérial pour voter. D'accord, ok. Il y a une question dont on n'a pas du tout parlé pour l'instant, et pourtant, Dieu sait si j'ai eu des remontées d'épargnants, ça fait vraiment partie des interrogations phares, c'est le sujet de la dette. Je voudrais qu'on en parle un peu ensemble, Vincent. Où on en est sur la dette sur PF Grand Paris? Alors, PF Grand Paris a évidemment fait appel au levier bancaire, hein, comme beaucoup de véhicules, mais néanmoins de manière très limitée, puisque le levier bancaire représente 30% de la valeur des actifs, qui ont légèrement baissé. Donc, c'était beaucoup moins, c'était même moins avant. Aujourd'hui, on a une dette qui est sécurisée à taux fixe, avec un taux moyen autour de 2,75%, qui est plutôt un taux bas, puisque les actifs dégagent des rendements bien supérieurs. Et puis, on a évidemment des échéances de dette, mais qu'on gère au quotidien, et soit par remboursement grâce aux ventes d'actifs, soit par des renouvellements avec nos partenaires bancaires. Ok, on va maintenant tout de suite attaquer les perspectives pour 2024 pour conclure cette séance. Je vais rester avec vous, tiens, Vincent. Il y aura des valeurs d'expertise au 30 juin? Oui, il y aura des valeurs d'expertise au 30 juin, effectivement. Aujourd'hui, là, on n'a pas les résultats, puisque évidemment, c'est en cours. Difficile de vous dire exactement où on en sera, mais en tout cas, notre conviction aujourd'hui, c'est que on a quasiment atteint le point bas de la baisse des valeurs, d'expertise en tout cas. Il y aura encore quelques ajustements à la baisse sur certaines classes d'actifs, mais néanmoins, notre conviction aujourd'hui, c'est que les valeurs sont quasiment arrêtées. Laetitia, question. Dans l'émission d'hier, Eric nous disait que les valeurs d'expertise au mois de juin étaient une demande de l'autorité des marchés financiers. Pourquoi avoir refait des valeurs d'expertise cette année au mois de juin? Par souci de transparence envers nos épargnants, déjà associés dans le fonds, ceux à venir. Qui dit valeur et expertise ne dit pas forcément modification du prix de part. Aujourd'hui, PF Grand Paris a un prix de part qui est bien situé dans son tunnel, ce qui peut lui permettre d'absorber une légère baisse telle qu'on l'anticipe. Donc c'est simplement de la transparence sur les fonds immobiliers. Ok, ça m'amène maintenant à regarder la situation locative en ce début 2024. On en est où? Et quels sont les objectifs pour cette année? Alors la situation locative, elle se tient également en 2023. Donc on a de ce fait annoncé une fourchette entre 4,80 et 5,20%, qui est évidemment le reflet du nouveau prix de part de mi-septembre, mais l'objectif étant bien évidemment d'avoir un dividende stable par rapport à l'an dernier, voire en hausse. D'accord, sachant que la fourchette pour l'instant que vous avez communiquée, c'est sur le dividende 21,80, 23,80. Vous m'avez dit tout à l'heure que l'an dernier c'était 23,50. Ça veut dire que il va falloir taper le haut de la fourchette? C'est évidemment ce qu'on espère, hein. Mais voilà, on se laisse une fourchette parce que quand on la définit en fin d'année, on a toujours évidemment des interrogations et des choses qui peuvent pas se passer comme on a prévu. Mais pour le coup, pour le premier trimestre, on est plutôt confiant. On a fait un très bon premier trimestre sur PF Grand Paris. On continue également sur le second. Voilà, donc on a du confort sur l'année. Et dernière question, est-ce que vous avez fait des cessions ou est-ce que vous en êtes? Puisque j'ai bien compris que dans la politique de distribution, il y avait des plus-values qui étaient importantes. A priori, j'imagine que si vous mettez un actif en vente en juillet ou en août, vous aurez du mal à l'avoir cédé avant le 31 décembre, vu comment fonctionnent les opérations immobilières en France. Donc, où est-ce que vous en êtes dans vos opérations d'arbitrage? Alors, on a déjà acté une vente fin mars pour environ 15 millions d'euros qui a généré 5 millions d'euros de plus-value. Donc, c'est un actif de bureau qui était à Nantes. Et on continue, on a 3 autres actifs, un qui est déjà sous promesse et 2 sur lesquels on est en due diligence aujourd'hui avec les acheteurs. Si on fait le total un peu de tous ces actifs, on serait sur une 50aine de millions. Donc ça répondra à notre sujet de dette dont on a parlé, de fonds de remboursement, mais aussi de distribution de plus-value, puisque ces 50 millions, on générerait environ 25 millions de plus-value immobilière. Ok, donc du grain à moudre. Exactement.
Parfait. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec nous pour ce point. Je précise tout de suite dans les éléments pratiques que si vous faites comme moi et que vous regardez les rapports, sur la dernière page, il y a, si vous voulez être convoqué à recevoir les rapports en numérique et non pas en papier, eh bien, il faut s'inscrire parce que c'est une obligation légale. Vous ne pouvez pas le faire automatiquement. On ne peut pas le faire automatiquement et j'encourage tous nos associés effectivement à se déclarer opt-in pour recevoir ces convocations et ces rapports annuels de façon digitale depuis son espace privé sur perial.com. Super, merci beaucoup. On est vendredi. Bon week-end à vous tous. Et on se retrouve lundi pour parler d'une prochaine CPI. Lundi, nous parlerons de PFO.